Bonjour Daniel Gingras, vous êtes un pédagogue, vous avez enseigné, vous avez un bac en SR, en animation, en créativité, et vous avez été instructeur, donc une maîtrise en éducation, une scolarité de doctorat en éducation, et vous avez bourlingué dans ce système de l'éducation depuis de nombreuses années. Vous êtes donc un témoin précieux pour nous et pour nos blogueurs en ce moment. Je voudrais vous demander, vous avez fait un travail à un moment donné sur la perspective historique de l'éducation à partir des périodes des Premières Nations jusqu'au Québec de la loi 107 en 1990. Ce n'est pas d'hier comme ça que le concept de gratuité scolaire existe dans notre système d'éducation, ou du moins dans notre environnement sociétal. Pouvez-vous me parler un petit peu de ça? Où est-ce que vous situez la préoccupation de la gratuité scolaire dans une perspective historique? Est-ce que les étudiants sont excentriques? Non, pas du tout. Les étudiants, présentement, ce qu'ils demandent, c'est vraiment pas de l'excentricité, c'est vraiment quelque chose qui est normal. Quand on parle d'éducation, quand on parle de pédagogie ou en pédagogie qui est en éducation des adultes, on parle d'éducation. L'éducation, la première préoccupation de l'éducation, ça vient d'abord des parents. Quand on a des enfants, il y a un potentiel génétique, mais ce potentiel génétique-là, pour qu'il devienne un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être, il faut qu'il soit modelé, il faut qu'il fasse des apprentissages. Et les apprentissages viennent de l'enseignement qu'il reçoit. Dans une famille, on va montrer à faire des choses du quotidien, vivre dans le quotidien. Mais à l'école, à un moment donné, on va travailler davantage des éléments qui sont reliés à l'acquisition du savoir, donc apprendre à lire, à écrire, à compter. Et les 4 phases, c'est écouter, dire, lire et écrire. Ça se fait dans les 4 temps. Et l'éducation, son rôle, c'est de permettre le développement physique et émotif et intellectuel du jeune. Donc, c'est la pierre angulaire de ce que va devenir le jeune comme citoyen par la suite, que ce soit pour le développement de son propre talent par rapport à ses objectifs d'apprentissage ou de ce qu'il veut faire dans la vie, de son orientation, qui peut se transformer, on le sait maintenant aujourd'hui, jusqu'à 7 fois. Ça arrive que dans un cours de carrière maintenant, ça se fait. Mais pour l'aider à pouvoir faire ces apprentissages-là, il faut qu'il reçoive de l'enseignement. La base, c'est toujours ce qu'il veut faire. Quand on aide des enfants à développer leur talent artistique ou leur talent sportif, nécessairement, ça se fait par le biais de l'éducation. Et du côté académique, la lecture et l'écriture vont conduire par la suite à faire des apprentissages dans différentes thématiques qui vont se préciser de plus en plus quand ils arrivent soit en technique dans les cégeps ou dans les universités ou dans les premiers, deuxième et troisième cycles. Puis qu'on va arriver à un moment donné à la recherche fondamentale ou à la recherche appliquée. Fait que quand on parle d'un développement de société, la pierre angulaire après la santé, nécessairement l'éducation, et c'est fait par le biais de tous les intervenants, qu'ils soient parents, enseignants, personnel de soutien ou professionnels qui vont les aider. C'est tous ces gens-là qui vont, avec le jeune, cheminer pour l'aider à faire les acquisitions de savoir, savoir-faire, savoir-être, qui vont le préparer à devenir un bon citoyen, qui va mettre son talent au profit des autres et que les autres, par reconnaissance, vont lui donner aussi de quoi avoir une qualité de vie. D'après moi, c'est comme ça. Puis c'est là qu'on sépare les libertés individuelles et collectives. Et pour moi, l'éducation, de par son importance, c'est une liberté collective qu'on se donne. On a choisi au Québec de se donner un système d'éducation accessible à tous, jusqu'à 16 ans minimum. Mais quand on regarde la complexité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, la mondialisation qui fait qu'on peut aller dans n'importe quel pays du monde, nécessairement, ça prend des acquisitions. Puis il faut aussi savoir les évaluations ou les mesures permettent d'éviter d'avoir des problèmes de charlatanisme ou
mesurer, évaluer les différentes personnes de façon à s'assurer que le travail qu'ils vont faire va être répondant aux besoins et aux codes d'éthique que la société se donne. OK. Donc, pour moi, c'est vraiment important ce que les étudiants font parce que présentement, le fait de permettre à une élite économique de pouvoir recevoir beaucoup d'éducation, alors que certaines classes de gens moins socio-économiquement favorisés, mais qui sont parmi les plus gros payeurs d'impôts, ne puissent pas avoir la chance de se développer jusqu'où ils pourraient aller. C'est inadmissible. C'est un droit reconnu par les Nations Unies. Tout le monde a le droit à la santé, tout le monde a le droit à l'éducation. Et le gouvernement, quand on est un chef d'État, on doit agir en bon père de famille et il n'y a pas un père de famille. Je suis certain que si on demande à M. Charest, est-ce que vous voudriez que vos enfants, un puisse aller aux études, puis l'autre, il ne puisse pas y aller, qu'il aille sur le marché du travail? Je suis certain qu'il va valoriser l'éducation pour ses enfants. Mais si c'est bon pour ses enfants à lui, comme chef d'État, il est le représentant parental de tous les enfants du Québec, parce que le Québec, c'est une grande famille, et il se doit d'agir en bon père de famille et permettre à tous ces enfants qui veulent étudier et se développer pour devenir de meilleurs citoyens, de le faire. Et les étudiants, c'est ce qu'ils demandent actuellement, et je suis totalement d'accord avec eux. Quand on prend, par exemple, le domaine de l'éducation, toute l'économie de l'investissement qu'on va faire dans le domaine de l'éducation va être une économie sur la santé. Ça a des effets sur la santé. Les gens plus instruits vont avoir une meilleure santé. Ça va avoir un impact sur la criminalité parce que les gens n'ont pas le goût de développer de la criminalité. Ils ont le goût d'acquérir des compétences pour aller vers un mieux-être. Je connais personne qui, dans sa vie, va dire « Moi, ce que j'aimerais dans la vie, c'est d'avoir du trouble puis de mettre ma vie en danger continuellement. » Donc, s'il le fait à un moment donné ou s'il y a de la criminalité, c'est parce qu'ils veulent acquérir des choses puis ils n'ont pas les moyens de le faire. Par contre, avec l'éducation, on aide les gens à aller vers un mieux-être. Ivan Illich, qui était un anti-psychiatre, qui disait à un moment donné le chômage créateur, il disait que toute personne entre deux emplois profite adéquatement de son temps, va aller vers un mieux-être et c'est un tremplin pour aller vers un mieux-être.